Bienvenue à l'écoute de Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main, pour découvrir la communauté couture et ce qui nous fait vibrer dans cette passion du fil. C'est la 3e saison. Bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Jessica Brisac et Michel Thénault pour leur livre Docteur Couture. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, j'ai déjà reçu Jessica à mon épisode précédent qui était déjà il y a quelques mois au mois de janvier et aujourd'hui j'ai le plaisir de découvrir Michel. Donc aujourd'hui, ce livre Docteur Couture, c'est pour toi ton 4e livre déjà. Oui, 4e livre, donc il y a eu Mille et une tuniques, Mille et une robes, La petite robe chasuble et puis Docteur Couture que je ne pouvais pas faire seule par rapport à la masse de travail et puis par rapport à l'ouverture. Voilà, il fallait plusieurs pour le faire, pour avoir plus d'idées à 2 ou à 3. Voilà. Alors ce livre, moi j'ai eu la chance de pouvoir le regarder un petit peu. C'est vraiment un livre compagnon en fait. Il est la somme de multiples techniques et de bonnes astuces pour améliorer votre art de la couture. Moi j'ai été épatée par la somme de travail et de savoir réunis en un seul livre. On y retrouve ici tout ce qu'une bonne professeure de couture peut vous apprendre pour commencer la couture. Tout ce que votre grand-mère aurait pu vous souffler pour repriser vos vêtements, tout ce que vos amis auraient pu vous donner comme conseil pour améliorer ou rendre une cousette portable. Bref, c'est la somme de tout ce que vous avez pensé chercher sur YouTube et que vous n'avez pas osé demander à vos copines couturières. Je voulais vous dire bravo déjà à toutes les deux parce que c'est quand même... Comme vous le disiez, on en avait parlé une fois avec Jessica, c'est tous ces petits dessins aussi faits sur quel logiciel, je sais plus. Illustrator. Ouais, je crois que ça vous a demandé beaucoup de travail. Et puis mettre ça en place, bravo pour ce travail en tout cas. Est-ce que c'est un travail qui a été facile, je veux dire, c'est des idées, c'est des choses que vous avez cherchées ou c'est des choses que vous aviez et comme ça que vous avez voulu mettre ensemble, enfin comment ça s'est passé ? Alors, pour l'historique, Docteur Couture, on en a parlé avec mon éditeur, donc les éditions La Plage. On en a parlé quand j'ai rendu à la sortie de Mille et une robes, donc il y a 2 ans. D'accord. Et c'est vrai que c'est un livre qui s'est imposé par rapport à ma façon de travailler, justement, par rapport aux questions que je rencontre. Donc, entre-temps, après Mille et une robes, il y a eu La petite chasuble. Et à partir du moment où j'ai rendu le manuscrit de La petite chasuble, Docteur Couture est ressorti du chapeau. C'est là que j'ai dit que je ne le ferais pas seule, que j'ai réussi à convaincre Jessica. Et il y a eu tout un travail qui a été fait justement pour que ce soit réalisable et puis moins compliqué et qu'on se perde moins. J'ai déjà fait un gros travail sur la maquette. Oui. Et sur le sommaire. Donc on a commencé un petit peu à l'envers par rapport à la façon de procéder habituellement. On rend le manuscrit et puis derrière il y a un graphiste qui se débrouille pour la mise en page. Là on a fait complètement le contraire avec l'éditrice qui suivait le projet. On a mis au point la maquette, ça a pris un certain temps. On a mis au point le code couleur. Oui. On a mis au point le sommaire. Bon, tout ça pouvait bouger un petit peu, hein, on n'était pas figé dans un truc. Mais tout ça a permis, nous, d'avoir en tête toujours la structure du livre et aussi de rédiger en fonction de la mise en page qu'on prévoyait. Puisqu'on avait pour chaque question, on avait plusieurs options de mise en page en fonction du nombre de visuels, en fonction de la façon dont on allait traiter la question. Mm-hmm. Et donc, je sais pas, Jessica, mais moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de travailler comme ça parce qu'on avait toujours ce cadre en tête. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi je travaille toujours comme ça en fait, donc parce qu'effectivement c'est plus facile vu que je rédige beaucoup avec mon travail, je travaille toujours comme ça, je fais d'abord le plan, etc. Donc ça me semblait assez naturel. Et puis là je voudrais juste ajouter que quand même pour le sommaire on a fait un espèce de comment ça s'appelle quand on est plusieurs et qu'on donne plein d'idées de brainstorming. De brainstorming, merci. Un remue-ménage. Oui. On a fait un remue-ménage ou un brainstorming avec une amie de Michel et moi, Florence.
Et puis on listait aussi toutes les idées qu'on avait en plus, voilà. Et Michel a repris ça ensuite. Donc Michel avait commencé, on en a discuté en table ronde, puis Michel avec son éditrice a repris un peu cette liste et a réorganisé tout ça. Oui, je voulais dire au niveau des dessins, par exemple. Bon, alors c'est vrai qu'on était relativement organisés puisqu'on a mis donc tous les dessins, on les a fait bien sûr, mais on a mutualisé. Hein, c'est-à-dire que par exemple on avait un dossier outils et donc où on pouvait aller piocher si l'autre avait besoin d'utiliser le dessin de la paire de ciseaux par exemple. On allait piocher dans la caisse à outils. Oui. Voilà, donc c'est tout des petites astuces comme ça qui ont, je pense, allégé le travail. Et puis surtout aussi, on a mis au point notre cahier des charges graphique. D'accord. Hein, c'est-à-dire déjà les couleurs étaient définies dès le départ, donc on avait chargé la bibliothèque de couleurs, mais aussi on savait l'épaisseur de traits utilisés, enfin voilà. Et puis on a fait en même temps, on est partageuse avec Jessica, donc dès qu'on trouvait une nouvelle astuce, on en faisait profiter l'autre. Bah c'est comme ça qu'on avance mieux en fait. Tout à fait. Comment vous est venue, alors donc l'idée du livre en lui-même, c'est répondre en fait à toutes les questions un petit peu techniques que va se poser une couturière sur le long de son travail. Donc il y a 5 chapitres dans ce livre qui sont rapiécer, raccommoder. Voilà, retoucher, ajuster un vêtement, débuter en couture, réussir son projet couture et tracer, lire et adapter un patron. Donc d'abord, on rapièce ce qu'on a déjà chez soi. Ensuite, on peut adapter un vêtement qui nous va plus ou sur lequel on n'a pas forcément réussi. Ensuite, on revient aux bases où là, si on commence en couture, quelles sont toutes les bonnes options, les projets à faire, le matériel, etc. Ensuite, toutes les bonnes techniques, je dirais, à utiliser quand on coud. Et à la fin, comme quand on est bien lancé, comment on adapte un patron pour qu'il nous aille au mieux. Parce qu'en effet, comme tu le disais Michel dans une petite vidéo que vous aviez fait là, aucun patron, et ça c'est quelque chose que je redis souvent, aucun patron n'est parfaitement adapté à chacun. En fait, c'est un standard, c'est comme dans le prêt-à-porter. Donc le sommaire a été fait aussi. Il y avait la demande de l'éditrice qui voulait absolument justement, par rapport à l'engagement des éditions La Plage, voulait aussi cette partie réparation, retouche. Parce que et puis le plus aussi, c'est donc toutes ces petites fiches de ces ateliers pratiques, toutes ces idées d'upcycling, tout ça, c'était aussi en accord avec l'éditeur, avec l'engagement de l'éditeur. La ligne, ouais. Oui, c'est aussi je dirais c'est dans l'air du temps, c'est aussi dans leur façon d'envisager les choses aussi à la plage. Et puis je pense que c'est quelque chose que vous prenez l'une et l'autre aussi, de pas forcément jeter ses affaires et de faire au mieux avec ce qu'on a, quoi. Tout à fait. De retransformer. Moi je dis toujours à mes élèves, venez avec votre poubelle. Et puis on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Voilà, c'est vraiment une façon de travailler, oui. Et alors justement toutes ces techniques un petit peu, alors je dirais pas ancestrales, mais qu'on se passe de famille en famille sur tout ce qui est le raccommodage et ce qui maintenant se retrouve, ce qu'on fouille sur le net pour trouver. Est-ce que c'est des choses que vous avez appris de vos mamans, de vos grands-mères ou de femmes de votre entourage, ou c'est quelque chose que vous avez cherché et... Alors moi pas du tout, parce que personne coud dans ma famille et on n'a pas du tout cette transmission. Donc et c'est pas forcément aussi, il y a un peu d'internet, un peu j'essaye, je me débrouille et je regarde ce que ça donne, donc un peu de bon sens perso quoi. Oui. Un mix de tout ça et aussi beaucoup de je demande à Michel et je demande à mes copines. Enfin c'est vraiment j'ai farfouillé un peu partout dans mon cerveau et dans le cerveau des autres. Voilà, c'était vraiment, c'est vraiment j'allais dire le but de ce livre, c'est de faire un manuel, donc un manuel compagnon où on est allé piocher un peu tout ce qu'on trouve partout, tous les secrets de tout le monde. Bon, moi, j'avoue que je passe pas mon temps à repriser des chaussettes. D'ailleurs, j'essaye d'en mettre le moins possible.
Mais ça m'est arrivé de repriser des chaussettes il y a fort longtemps et c'est maman qui m'a appris. Voilà, bon, après, simplement, la différence avec ce que m'a appris maman, c'est que à l'époque, fallait faire quelque chose de très discret, Oui. le plus discret possible, alors que maintenant, au contraire, on va faire quelque chose avec des couleurs qui contrastent, on va mettre en valeur sa réparation. Je crois que c'est là aussi qu'est la grosse différence avec ce qu'on a pu apprendre, enfin, ce que nos grands-mères ont pu faire et essayer de nous apprendre. Et ce qui se fait actuellement, c'est que maintenant, on valorise le raccommodage et on essaye d'en faire un plus sur un vêtement qui va apporter de la fantaisie. En tout cas, il faut qu'on le voie, le raccommodage. Oui, c'est vrai qu'avant c'était plus une technique de pauvre entre guillemets de dire bah non mes vêtements tiennent encore, faut surtout pas que ça se voit. Bah ça dépend parce qu'il y a aussi un art japonais où par exemple on casse une assiette, on la répare en mettant de l'or sur la réparation. Il faut montrer la réparation et. Oui, c'est le principe du shashiko aussi quoi où on fait une reprise très voyante et qui devient décorative. Oui. À toi c'est quoi? Le kintsugi. Kintsugi, ça veut dire jointure en or en japonais. Oui, c'est surtout sur la vaisselle plutôt, sur les poteries. Et Jess, tu te rappelles ces assiettes qui avaient été dans ton magasin, là, les assiettes qui avaient été réparées de travers? Oui, c'est ça, c'est un peu du kintsugi. Voilà, détourné, où on prend le parti de mettre deux moitiés différentes. C'est pas banal. Donc on pourrait essayer de faire ça avec un jean, de mettre un jean d'une couleur, un jean de l'autre. Ah mais ça se fait, hein. C'est la grosse tendance cette bien année. sûr. Bon bah vous êtes tendance les filles, je n'ai que ça à dire. Est-ce que vous avez eu déjà des retours de lecteurs? Alors on est le 3 septembre aujourd'hui, je dis tout, et ce livre est sorti il y a seulement 2 jours. Il est en rupture de stock. C'est un bon signe. Oui. Et le livre a été envoyé à la presse, le livre a été envoyé à des influenceuses entre guillemets. Non, il n'y a pas que des influenceuses, des personnes qu'on a choisies justement pour communiquer dessus. Bon là, les retours sont bons, mais là on commence à avoir des retours d'acheteuses, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre recevoir le livre et l'acheter, c'est pas la même démarche. Et donc c'est vrai que les retours, pour le moment, moi je vois que des bons retours, mais on n'est que le 3 septembre effectivement. Et toi, Jess? Oui, bah j'ai pas mal de gens autour de moi qui l'ont acheté et qui m'ont envoyé leurs impressions sur Instagram et qui sont super contents et donc ça fait bien plaisir après tout ce travail. Oui, c'est ça, c'est un gros travail. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça vous a pris pour écrire un livre comme ça? Alors 8 ans pour en faire en 1 an. Moi, j'ai commencé à travailler dessus début mai 2020. Donc, voilà. Donc, et on a rendu le bon à tirer, comme on dit, début juillet. Donc, ça fait 14 mois de travail. Très bien. Donc, une grosse année. Bon, après, on travaillait pas tous les jours. Enfin, ça dépend aussi on travaille assez charrette avec Jess. Hein, c'est-à-dire que moi, je peux travailler un jour, par exemple, de 9h du matin à 2h du matin, non-stop, et puis après faire une pause de 2 jours. C'est une façon de travailler. Bon, et puis après, il y a aussi d'autres choses à faire. Mais on a travaillé quand même pas mal par à-coup, en se fixant. On avait des objectifs. Hein, à telle date, on doit avoir fini tel chapitre. Donc, voilà, il y a eu des moments des coups d'accélérateur. Oui, ce que j'ai trouvé remarquable dans l'écriture à deux, c'est la première fois que c'est vraiment. Alors après, c'était comme ça, je pense, parce que c'était Jessica et puis qu'on a une façon un peu similaire de travailler, et puis qu'on a fait le choix de toujours avoir le regard de l'autre. C'est-à-dire que dès qu'une question était rédigée, donc une double page, dès qu'elle était rédigée, on l'évaluait. Enfin, l'autre la lisait et la retouchait on en rediscutait s'il y avait quelque chose. Et même chose en amont, à partir du moment où on s'était réparti le travail des questions, on avait un fichier ouvert où on rajoutait au fur et à mesure les idées qui pouvaient venir. Donc c'était toujours, on n'a jamais travaillé seul dans notre coin.
C'était toujours soumis à l'autre et rediscuter et remodifier s'il fallait. Voilà. Oui, un vrai travail collaboratif, quoi. Oui. Donc, tu parlais de questions justement, Michel. L'idée quand vous ouvrirez ce livre et que vous regarderez le sommaire, l'idée c'est qu'en fait vous répondez à des questions. C'est-à-dire que comme on va chez le docteur, on lui dit j'ai tel problème, comment pouvez-vous m'aider? Et là vous faites la même chose. Alors, quand on va chez la docteur, attends, excuse-moi, je te corrige, c'est mais quand oui. on va chez la docteur. C'est ça. Quand on va chez la docteur Couture, on lui pose une question et donc vous l'aidez. Donc là, le sommaire, ce sont vraiment des questions qui sont posées avec plein de points d'interrogation, comme son nom l'indique dans la question. Et donc c'est pas que des thèmes, c'est vraiment des questions auxquelles vous répondez. Et parfois, vous avez plusieurs façons d'y répondre. Donc vous proposez plusieurs options. Et ce qui est intéressant, je sais que vous en aviez parlé dans un petit live de présentation, c'est qu'il y a plein de mots-clés et il y a plein aussi de renvois. C'est-à-dire qu'on arrive sur une page, par exemple, ce dont vous aviez parlé sur le jean ou des choses comme ça, où vous allez parler, le bouton, vous allez en parler à plusieurs endroits. La braguette, vous allez faire des renvois à plusieurs endroits parce qu'on peut avoir une braguette pour un pantalon. On peut aussi avoir différents endroits dans le livre où vous parlez du pantalon. Il y a vraiment tout un travail de... c'est un livre qu'on feuillette, mais c'est aussi un livre dans lequel on navigue aussi. Il y a plein de... C'est un livre compagnon. J'aime beaucoup cette expression. Voilà, et donc qui ne doit jamais être bien loin de la table de couture. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait, on voulait pas faire un énième livre de techniques de couture, parce que ça, il y en a des dizaines. Et donc notre idée, c'était vraiment ce côté encyclopédique et ce côté pratique. Et ce livre, justement, dans lequel on peut naviguer. Donc c'est vrai qu'il y a plein de systèmes d'entrée entre l'index, les mots-clés qu'on va trouver dans chaque partie et les renvois. On peut vraiment se balader dans le livre et puis trouver peut-être des choses plus pointues. Et en même temps, dans chaque question, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a des parties astuces qui sont livrées. Il y a des réponses plus ou moins académiques. Ça va de la débrouille à quelque chose de très pointu. Voilà, on voulait qu'il y ait à manger pour tout le monde. C'est ça. Et c'est pas un livre qu'on lit dans l'ordre, en fait. C'est vraiment un livre, on a un problème, on va le chercher, quoi. Tout à fait. Donc il y a les questions au début et à la fin, il y a un voir index. Aussi. Il y a les voir aussi. Tout à la fin du livre, oui, il y a un index et dans chaque question, il y a les mots-clés et voir aussi. Donc les mots-clés qui renvoient à l'index, enfin non, même pas, et les renvois pour aller voir des questions similaires ou de la même famille dans le livre. Ouais, et vous faites aussi un petit récap des points que vous utilisez au niveau du livre, et puis aussi un glossaire qui reprend tous les termes un petit peu techniques. Et ce qui est intéressant, c'est que même sur certaines parties un peu techniques, je vais essayer de retrouver pour vous donner un petit peu le réglage des points, par exemple, sur votre machine pour réussir au mieux cette étape. Oui. Et c'est vrai que, je pense que quand on coud, on est tous passés par là. En gros, on sait comment faire, mais alors on n'a aucune idée de quel point utiliser, enfin en tout cas le réglage de tension utilisé. Tout y est, quoi, en fait. Oui, et on a voulu aussi faire un petit peu l'urgence, le dépannage d'urgence, parce que c'est vrai que tout le monde, un jour ou l'autre, a sa machine qui fait un gros bourrage. Et il y a des choses à ne vraiment pas faire. Il faut surtout pas tirer sur Comment ça? Sur l'axe parce que on désynchronise tout, on désaxe tout. Donc on a vraiment essayé, de répondre aussi, d'essayer d'identifier les problèmes et puis de donner le SOS avant d'aller chez le réparateur. Dans quel ordre on procède pour à la fois pour enlever le bourrage et puis pour voir d'où vient le problème, quoi. Donc voilà, c'est le côté vraiment pratique. C'est vraiment en fait tout ce qu'on a un peu dans la tête quand on coud posé sur le papier. Donc ça dépend qui, toi. C'est tout ce que tu as dans la tête déjà, parce que tu donnes des cours de couture. Mais des gens qui commencent ou des gens qui cousent occasionnellement, même depuis 20 ans, mais ils n'ont pas tout ça dans la tête. Oui, non, mais c'est ça, je pense que... Enfin, c'est ce que moi j'ai dans la tête, mais c'est ce que je veux dire... c'est quand on a tous eu un problème avec notre machine et on a essayé un truc et peut-être que la fois d'après on s'en souvient plus, etc. Et donc là au moins c'est posé.
Et puis on a peut-être essayé une fois de mettre un bouton, ou on a essayé de faire quelque chose de technique une fois, mais comme tu dis, comme on le fait pas souvent, on l'a pas gardé en tête forcément, donc. Tout à fait. Et puis même moi, alors que je suis une des autrices du bouquin, bah là, j'utilise le bouquin. Ah non, mais je te crois. Je me rappelle plus, et puis je vais, attends, comment on avait fait quoi déjà pour ça? Et puis je vais l'ouvrir, quoi. Bah oui, comme ça, t'as la meilleure technique sans te planter avant, donc tu gagnes du temps. C'est ça. Et c'est des choses après. Alors, je voudrais savoir quand, par exemple, là, comment assembler dans quel sens assembler les pièces, et il y a l'empiècement d'une chemise, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose où, pour l'écrire, est-ce que vous avez fait une chemise à côté en vous disant, alors là, comment est-ce qu'on retourne, etc. Ou est-ce que c'est de tête sur certaines choses? Moi, j'ai toujours une pièce technique. Ne serait-ce que pour faire le dessin. Ouais. On peut pas faire des dessins de couture, bon, à part des dessins très simples, mais dès qu'on est un petit peu dans des choses pointues, c'est difficile de dessiner le montage d'un col. Par exemple, comment cranter un col. C'est vrai que si on a la pièce technique sous les yeux, elle va être beaucoup plus facile à dessiner. Et oui, effectivement, il y a des fois aussi. Il faut avoir la pièce technique sous les yeux pour bien vérifier qu'on raconte bien endroit contre endroit, endroit contre envers, on fait ci, on fait ça, parce que on risque de s'emmêler les aiguilles. Oui, c'est ça. Quand même, le but de ce livre, c'est de ne plus vous emmêler les aiguilles. C'est ça. Moi, je me souviens, par exemple, froncer un tissu, faire une jupe froncée, bah là, je vais pas le refaire. Je l'ai fait à peu près 1 milliard de fois. Tout mon dressing. Ça, il n'y a pas besoin. Donc les dessins, je les ai dans la tête, mais poser un biais dans un angle, bah je l'ai pas dans la tête, il faut que je le fasse. Ouais. Donc là, je l'ai fait en même temps que je dessinais, quoi. Pour avoir le bon angle dans le bon sens, pour éviter de te tromper. Exactement. Voilà, pour éviter de raconter des bêtises aux gens, surtout. Oui, puis il y a des moments où on négociait justement en disant mais attention, moi la pièce là, je la mettrai pas dans le sens là parce que on doit la mettre dans le sens de la couture. Enfin voilà, il y a les orientations des schémas. Voilà. Est-ce qu'on veut vers le bas parce que discussions. Quand on coud, c'est à la verticale à la machine. Par exemple, Michel, elle me disait, si tu couds à la machine, la couture, elle doit être verticale. Et puis, si tu couds à la main, la couture, elle est horizontale. On s'est pris la tête, hein. Ouais, mais c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas, et vous avez tout fait le process pour nous le délivrer dans le livre, et qu'on puisse que ce soit le plus limpide possible. Parce que c'est vrai que si on met déjà 10 minutes à comprendre un schéma, c'est dommage. C'est pas gagné, hein. Donc il fallait vraiment que les schémas soient le plus clairs possible. C'est un peu ce que j'ai fait dans mes autres livres. J'avais chaque fois que j'écrivais un chapitre, j'avais une copine qui faisait, je l'appelais l'ingénue chieuse. Et donc elle relisait et des fois je refaisais les dessins jusqu'à ce qu'elle me dise ça y est, là on comprend sans ambiguïté. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que nous dans notre tête c'est clair, oui. Ou clair dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai que le problème, c'est que le livre, il est destiné à l'autre. Et l'autre, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Et le but, c'est que l'autre comprenne. Voilà. Bah oui. Toute la question est là de retranscrire. Et puis, choisir les bons mots. Est-ce qu'au niveau du vocabulaire, ça a été compliqué ? Est-ce qu'il y a eu des débats ou des choses qui ont été... est-ce que vous avez cherché vos mots, ou est-ce que c'était toujours assez facile de décrire un schéma ? Surjeté, surfilé. Oui, là, moi, il a fallu c'est indifféremment les deux. En fait, on peut pas. Alors, explique-nous. Faudrait regarder dans le livre, page 72. Surfiler, ça peut se faire à la main, ça peut se faire à la machine à coudre. Ouais. Surjeter, ça va être vraiment un travail à la surjeteuse. Enfin, on a recherché. Le tout, c'était d'être cohérente et ne pas employer les mots au hasard. On dit surjeter, c'est assembler et surfiler en une opération. Mm-hmm. Alors que surfiler, c'est faire un point destiné à empêcher le bord du tissu de s'effilocher. À la machine, on utilise le point zigzag.
à la surjeteuse 2, 3 ou 4 fils. Hein, quand on surjette, en général, on assemble en même temps. Ouais. C'est un petit peu les définitions que j'ai trouvées dans la grosse encyclopédie textile. Mais c'est vrai que voilà, on a essayé d'être pointu au niveau du vocabulaire et surtout cohérent. Cohérente, pardon. Merci. Docteur, excusez-moi. Est-ce que ça vous a donné envie de coudre encore plus? Est-ce que ça a modifié votre façon de coudre, d'écrire ce livre? Bah, j'ai cousu moins. J'ai beaucoup travaillé. Donc oui, ça a modifié mon rendement, mais pas ma façon de coudre, vu que c'est toutes nos techniques de couture qui sont dans ce livre. Oui, c'est le reflet de notre façon de faire, mais c'est vrai que écrire ce livre, ça a été relativement chronophage, donc forcément, on a été moins productive au niveau de la couture, mais en même temps, peut-être qu'on arrive aussi à un moment où on va pas continuer à coudre pour produire, et donc c'est vrai qu'on peut aussi coudre différemment. Ouais, c'est le problème, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Parmi les personnes qui démarrent la couture, c'est qu'au départ, elles vont produire. Et puis, au bout d'un moment, alors des fois, ça peut être au détriment de la qualité, de la qualité des finitions. Et puis, je crois qu'il y a un moment où on se dit, mais purée, je vais pas continuer comme ça à remplir mes armoires. Et puis, il arrive un moment où il se passe quelque chose et on coud différemment. Peut-être en prenant plaisir. Elle est importante, cette phase de boulimie de la couture, parce que, enfin, moi, je l'ai eu, vu que je couds depuis pas si longtemps que ça, parce que on apprend au début, en fait. Et coudre beaucoup, bah, c'est apprendre beaucoup, se tromper beaucoup, se corriger beaucoup. Et après, on devient beaucoup plus exigeant. Alors, du coup, on met plus trop ses premières cousettes parce que, elles sont moins bien finies. Tous les défauts, oui. Les défauts, mais c'était des pièces d'études presque, en fait, par centaines. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est en étant boulimique. Oui, moi aussi. Et après, c'est vrai qu'on va avoir plaisir à faire un jean, à avoir des surpiqûres impeccablement parallèles. Enfin, il y a vraiment, c'est presque une jubilation à passer beaucoup de temps sur une pièce, mais pour avoir un résultat presque parfait, de fou. C'est une autre étape où il y a l'exigence. C'est le chapitre 4 du livre. C'est le chapitre 4 et 5 du livre. 4 et 5, et puis après aussi, on est dans, je vais modifier mon patron, je vais l'adapter pour que le tombé soit... Oui, tout à fait, Jess. C'est pour ça que je rebondis, pour que le tombé soit impeccable. C'est vraiment, on va dire, c'est le cheminement de la couture, quoi. Hein. Ça devient de plus en plus pointu et on est de plus en plus exigeant. Mais oui, je pense que quand on a fait passer plein de choses sur notre billet de biche, au bout d'un moment, on a envie que la qualité soit au rendez-vous. En tout cas, au-delà de la quantité, petit à petit, on affine sur aussi ce qu'on aime porter, ce qu'on porte vraiment, parce que je suis sûre qu'on a plein de cousettes qu'on n'a pas portées, mais qu'on a aimé faire. Et comme tu dis, ça nous a appris plein de choses en couture, mais aussi sur ce qui nous va pas, ce qu'on porte. On a appris aussi sur les matières, j'imagine, à porter des matières différentes et savoir celles qu'on préfère, sur des tombées de tissus, sur des coutures qui sont plus ou moins bien faites et qui se voient ou qui se voient pas, etc. De toute façon, l'expérience, il n'y a que ça pour après s'améliorer, quoi, gagner en expérience. Tout à fait. Et ça rejoint un petit peu moi ce que j'avais aimé, parce que on s'était rencontrés, Michel, à la sortie de ton livre 1001 tuniques. Ah ouais. Oui. Et c'est vrai que j'adore ce principe, c'est-à-dire se trouver un patron de base et qu'on puisse modifier à sa propre morphologie, et ensuite faire des adaptations, 1001 adaptations pour suivant son envie, son tissu, etc. quoi. Donc je pense que... Et c'est ça la couture. Oui. Je crois que ce qu'on a voulu faire aussi, peut-être, dans le fait de transformer, d'adapter, c'est sortir un petit peu de la couture prête-à-porter. Oui. Hein,
actuellement, on a un petit peu tendance eh bien, justement, peut-être par rapport à cette boulimie, par rapport aussi au fait qu'on veut, souvent, il y a une question de temps, donc on veut très vite avoir fini son vêtement. Et on tombe dans le piège du prêt-à-porter, c'est-à-dire que on va faire le patron tel quel, sans même se poser la question des modifications, des adaptations à faire. Alors ça fait partie aussi peut-être de la première phase. Donc c'est vrai qu'il y a des élus qui ont la chance d'avoir un corps parfait, enfin parfait, parfaitement adapté à la stature et aux Parce qu'on a tous mesures. des corps parfaits. Bien sûr. Tout à fait, parfaitement adapté au tableau de taille et au tableau de mesure. Et donc après, on prend aussi le temps de faire une toile, et puis très vite on apprend aussi quelles modifications il faut faire pour que ça tombe bien. Donc ça fait partie aussi du cheminement, de sortir du prêt-à-porter et de faire ce pour quoi la couture est faite, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous va. C'est ça. Et d'ailleurs, vous parlez de la toile dans le livre. C'est quelque chose que vous faites l'une et l'autre, les toiles, ou pas vraiment? Systématiquement, moi. Jamais. Moi, je fais systématiquement une toile quand je ne connais pas une gamme un patron. Si je connais pas la marque, je fais une toile. Et puis, si en fait, je fais systématiquement une toile très rapide. Bien que très vite, au coup d'œil, je sais ce que je vais modifier. La hauteur des pinces, la taille qui est plus fine, comme elle l'a jamais été en fait. Et donc, mais je fais des toiles systématiquement et j'apprends à mes élèves à faire une toile. Je les y invite fermement. Et avec quoi avec quel tissu tu fais des toiles? Est-ce que tu utilises du tissu à patron, ou est-ce que c'est des vieux draps ou des choses comme ça? Ça dépend. Je peux utiliser des draps, je peux utiliser du tissu pas cher. Voilà, ça dépend. Mais souvent c'est du drap au kilomètre que je vais chercher chez un chiffonnier. Oui. Et toi, Jess, Voilà. non, c'est pas ton Non, truc. je fais jamais de toile, mais je suis une mauvaise élève. Hein. J'en ai fait une seule fois dans ma vie parce que j'avais acheté un tissu un peu cher. Et un peu cher pour moi, c'est 20 € le mètre ou 15 € le mètre, c'est déjà cher. Mais du coup, j'avais pas envie de me planter, j'avais exactement le métrage qu'il fallait. Donc là, j'ai fait une mini toile dans un vieux drap. Mais sinon, j'en fais jamais. Par contre, je prends pas de danger. Je sais ce qui me va et je mesure à fond avant sur mon patron. Je calcule, est-ce que ça va rentrer, mes hanches vont tomber là, hein, je mesure. Je réfléchis, je regarde ce qui s'est fait un peu partout sur Instagram pour voir les morphologies, je pose des questions et après je me lance. Oui, donc tu as une façon aussi de préparer malgré tout. Oui, ça te prend autant de temps que de faire une toile, hein? Bah non, pas vraiment parce que en plus j'ai pas d'atelier, c'est pas très pratique pour moi donc Oui. je coupe par terre, je décalque par terre, voilà. Donc c'est one shot, je me plante pas. Bon, et t'as pas trop de... Non. Et puis en plus si je me trompe, j'ai des astuces qui sont dans Docteur Couture. Comment retomber sur ses pattes? Chapitre 1 et 2. Et c'est pour si mes bretelles dégringolent, si j'ai pas assez d'aisance aux manches, si voilà. Et tout ça, tout ça, c'est des trucs qu'on fait quoi. Oui, pour rattraper sa couture au cas où. D'ailleurs, je l'ai fait sur une robe que j'adore. Je l'ai fait. Je me sentais un peu serrée, j'ai rajouté une bande sur les côtés, de chaque côté. Et voilà. Dans les chutes de tissu. Et elle est nickel. Et ça fait pas rapiessage, raccommodage. Non, ça. Marché. On dirait que c'est dans le patron, quoi. C'est très joli. Il y a des jeans très chers qui ont un galon sur les côtés. Et c'est vrai que c'est un moyen aussi de gagner quelques centimètres. Et c'est très joli. Bon, et alors depuis ce livre, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes reparti dans des idées de livres, ou est-ce que vous vous êtes mis en pause pour coudre un peu pour vous? Moi j'ai un peu là. T'es reparti sur des idées de projet? Et toi, Michel? Moi, pour le moment, je me pose, mais bon, après, je me connais, là, il y a toujours quelque chose qui mouline en tâche de fond, donc on va laisser mouliner, puis un jour, paf, ça sort et c'est reparti. Voilà. Bon. Et alors, quel est votre dernier projet couture qui vous a enthousiasmé?
Alors, moi, mon dernier projet couture, ça a été la salopette partenaire de Raphaël Bonamy de Ready to Sew, pour qui je teste les patrons. Hein, tous les patrons, je suis une des testeuses de Raphaël. Et là, justement, suite à partenaire, je suis en train de travailler avec elle sur un hacking. Voilà. Donc, c'est ce qui mijote en ce moment. Donc prochainement, oui, on verra ça. Et toi, Jessica? Moi, je suis en train de faire un perfecto ABS couture, simple, efficace, noir, dans un lainage Caban Burberry magnifique. Oui, je confirme, il est beau. Ouais. Et du coup, je vais le garder toute ma vie, donc je suis assez contente. Un perfecto noir. Alors, je voulais pas de cuir, évidemment, et puis je voulais pas de simili parce que le simili, ça craquait au bout de quelques années. Donc, j'ai pris un Caban et je sais qu'il va me durer toute la vie et que je le mettrai tout le temps. Donc, ça, c'est bien cool. Et puis, je suis à fond dans les vestes matelassées. Oui. J'adore ça, donc je vais en faire un patchwork matelassé. J'ai trop envie d'utiliser des vieilles couettes, des chutes de tissu et de matelassé, quoi, de faire du quilting, tout ça. Très bien. Oui, t'avais proposé en fait quand on avait discuté ensemble en début d'année d'une veste de ton premier livre, Couture Wax, où en fait tu déclinais le wax sur un ensemble de pièces que tu proposais dans ton livre, et donc t'avais proposé de coudre en groupe en fait sur Instagram, de partager ensemble la couture d'une veste et beau. Ouais. De la doudoune, donc matelassage. Oui, la doudoune, on l'a faite en groupe et c'était super sympa de voir une dizaine de doudounes fleurir sur Instagram. Après, c'était très très chouette et beaucoup avaient même utilisé exactement le même tissu que dans le livre parce qu'elle est vraiment trop belle. Et oui, et depuis ça, en fait, j'ai la folie de la doudoune et du matelassage et j'adore ça. J'en veux partout. Et je fais des bananes matelassées aussi toute la journée. J'en suis à 6 bananes. Un régime. Matelassage. Ouais, un régime. T'as pas tenté un pantalon matelassé ou quelque chose comme ça pour l'hiver? Non, j'ai pas encore tenté. La combi de ski, les pantalons de snowboard, je pense faire. En wax matelassé, c'est une idée. Et sur les pistes, t'as la grande classe. Ouais, c'est sûr. Bon, écoutez mesdames, merci beaucoup d'avoir fait avec moi le tour de votre livre et puis d'avoir parlé un petit peu de comment ça vous est venu, comment vous avez travaillé, et puis comment vous avez collaboré ensemble en fait pour ce bel ouvrage qui est un livre compagnon, comme tu le dis, Michel. Moi, je voudrais rajouter que Michel sait absolument tout faire et que sans elle, j'aurais jamais pu écrire un truc pareil. Oh, merci Jess. Ça se voit pas, mais je suis rouge comme une pivoine. Non, mais c'est vrai, c'est Michel, c'est la Bible est dans son cerveau, en fait. En fait, elle nous a proposé des petits morceaux de ce qu'elle a dans la tête. Exactement. Très cirque dans ma tête, si vous saviez. Moi aussi, il y en a encore plein d'autres, c'est chouette. En tout cas, Michel, ravi d'avoir fait ta connaissance ici. Jessica, c'était un plaisir de te retrouver. Donc aujourd'hui, c'était un épisode de podcast un petit peu différent avec cette présentation de livre. J'espère que cela vous aura donné envie de le découvrir et de le rajouter à votre bibliothèque de couture et de surtout le garder sorti sur la table et pas au fond de l'étagère. Et puis que chacun, à notre façon, on va pouvoir améliorer nos coutures, conserver nos vêtements plus longtemps et se sentir plus à l'aise dans notre art de la couture. Voilà, un grand merci à vous d'être venus ce matin avec moi. Merci Mathilde. C'est un plaisir de venir causer. C'est ça. Causer couture. Et puis écoutez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Jessica. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture.